Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 336. Aujourd'hui on reste dans la cage pour parler de l'UFC 316 à Newark qui arrive dans quelques jours. Un numéroté avec deux ceintures en jeu, celle des moins de 61 kg masculins, revanche entre Dvalishvili et O'Malley, et l'autre chez les moins de 61 kg féminins entre Peña qui remet sa ceinture en jeu contre Kayla Harrison. Et à mes côtés aujourd'hui pour en parler, le pilier du RMC Fighter Club, du podcast Au bord du ring et de la chaîne Baba Versus. Il est aussi coach de pied-point et de boxe anglaise et commentateur de nombreux événements sur RMC Sport. Salut Baba. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Et en face de toi, Anthony Sterpini, journaliste à RMC Sport. Le CV est un peu moins long pour l'instant, Anto, mais ça va venir, ça va s'étoffer au fur et à mesure. Ils savent pas, mais il y a des choses. Non, mais il y a des choses qui sont faites un peu dans l'ombre et tout, mais il n'y a pas de souci. Un jour, il sera aussi long que celui de Baba, il n'y a pas de souci. Juste un mot avant de parler de l'UFC 316. L'UFC Paris a été annoncé, 4ème édition, sera le 6 septembre prochain. Ouais. On va essayer d'en parler dans différents fighter clubs dans les semaines qui viennent. On connaît pas encore l'affiche. C'est dur de la dessiner pour l'instant, Baba, mais je pense que déjà dans la semaine qui va venir, on va avoir quelques bribes d'informations sur la carte qui pourrait se faire à Paris. Ouais, je pense qu'il y a déjà pas mal de spéculations autour de ça, les combattants qu'on veut voir et tout. Donc voilà, on attend ne serait-ce que de savoir si c'est bien un Fight Night ou si on peut être surpris par un numéroté. Ouais. Donc on verra. On verra. En tout cas, ce sera l'occasion d'en reparler dans le RMC Fighter Club et évidemment, sera à suivre sur RMC Sport le 6 septembre prochain. Allez, c'est parti pour le preview de l'UFC 316. Sean O'Malley était annoncé comme la nouvelle star, le nouveau Conor McGregor, mais après une défense de ceinture, il est tombé sur l'os Merab Dvalishvili. Désormais champion, le monstre cardio-géorgien a confirmé en battant Umar Nurmagomedov, laissant O'Malley se remettre en question pour ne se concentrer que sur leur revanche. Un combat principal précédé du fight entre la double championne olympique de judo Kayla Harrison et la championne peu populaire Juliana Peña. Alors est-ce que O'Malley va réussir à imposer son striking face à Merab? Est-ce que Harrison va confirmer son statut de grande favorite contre Peña? C'est parti pour le RMC Fighter Club. For the winner by split decision, Sugar Sean O'Malley. Sterling on it. Sterling in trouble. O'Malley trying to close it out here. Sugar Sean. New bantamweight champ, Sean O'Malley. Sugar Sean O'Malley. For the winner by unanimous decision, and new Merab the Machine Wallace Quiller. 11e événement UFC au Prudential Center de Newark dans le New Jersey. Mine de rien, Paris, on va commencer à les rattraper avec Bercy Lacan Arena qui va accueillir son 4e événement UFC. Il y a eu beaucoup d'énormes combats et d'énormes événements là-bas. On a vu GSP, il y a eu du Jones, il y a eu du Robbie Lawler qui est passé par là. Le dernier, c'était l'UFC 302 avec Makhachev contre Poirier. Et donc pour l'UFC 316, on a deux combats principaux qui sont assez intéressants sur le contexte global de la carte. Les gars, je vous donne votre avis. Moi, je trouve que la carte est quand même un petit peu en dessous. Il y a des vieux briscards qui peuvent faire plaisir au public quand même, des Gastelum, des Kevin Holland, Vicente Luque, mais je trouve que pour un numéroté, le reste de la carte est un petit peu en dessous. Non, mais je suis d'accord avec toi, Charles. C'est vrai qu'en ce moment, les décisions de l'UFC, elles sont un peu compliquées. C'est que sur les derniers événements... Au niveau du match-up? Ouais, au niveau du match-up, okay. On a vu sur les dernières cartes où potentiellement, il faisait juste confiance au main event. Le main event suffit à faire une carte, alors que non, il y a plusieurs combats, il y en a des dizaines. Et là, sur la carte, on a vu plusieurs fois la carte, je dirais que personnellement, il y a deux combats qui m'intéressent, et un qui m'intéresse particulièrement parce qu'il n'y a pas Chimix qui fait ses débuts. Ouais, contre Mario Bautista. Et Merab, Sean O'Malley, mais sinon, sur la carte, il n'y a pas vraiment de gros combats que j'ai envie de me lever pour voir. Ouais, non, je suis d'accord avec vous deux.
On va pas cracher dans la soupe, entre guillemets. Il y a des combattants intéressants. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu en dessous. L'important, ce que vient de dire Anthony, c'est qu'on est sur une série de décisions. On l'a dit en off, donc je vais le dire en air. On est sur des décisions qui sont la limite stupide, des fois, on comprend pas. T'en as une en tête, ouais, pour illustrer ça. Juste la semaine dernière, par exemple, le main event, de mettre Blanchfield et Barber, de mettre Barber en main event avec l'historique qu'elle a, de pull-out, de rater ses pesées, etc. On a eu la totale, elle a raté sa pesée, et en plus, je crois que pour la première fois, elle a pull-out de l'event, alors qu'ils avaient déjà mis des vidéos d'annonces et compagnie, et qu'on l'attendait dans la cage. Donc la mettre en main event, je comprends pas cette décision, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc bon, la carte elle est ce qu'elle est. Il y aura quand même, je pense que ça peut quand même délivrer à une certaine mesure, mais ceux qui sont déçus, je les comprends. Allez, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, justement, des combats qui nous intéressent. Peut-être un mot sur Pachimix contre Mario Bautista, justement, qui est, c'est vrai, le combat le plus intéressant, peut-être au-delà des deux main et co-main qui peuvent intéresser le grand public. On va se plonger donc dans le combat principal de la soirée. Il y a le champion Merab Dvalishvili qui va faire sa deuxième défense de ceinture des moins de 61 contre Sean O'Malley. Cette ceinture, il l'a remportée, c'était en septembre dernier, lors de leur premier combat. Puis en janvier, contre Omar Nurmagomedov, il y a eu 2 décisions unanimes. Il a eu 2 décisions unanime sur ces 2 combats, Nurmagomedov, Merab, pardon, dans ce combat pour la ceinture et dans sa première défense. Déjà les gars, O'Malley, il n'a pas combattu depuis sa défaite contre Merab. Est-ce que c'est logique pour vous que tout de suite il ait une nouvelle chance ? Non. Non. je peux développer rapidement, et je peux aussi, mais bien sûr que non. Déjà, on sait tous que O'Malley, il est arrivé dans cette position en étant très poussé par l'UFC, en lui donnant les match-ups qu'il fallait. Il faut les gagner, attention, c'est du combat. Mais bon, voilà, on lui a donné un parcours favorable. Derrière, qu'il ait une revanche immédiate, ou quasi immédiate, parce que Merab a déjà défendu une première fois contre un adversaire très très fort, qui lui mérite une revanche immédiate, pour le coup. C'est ça, en la personne de Nurmagomedov. Non, je pense pas qu'il mérite cette chance tout de suite, et puis même pour lui je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Moi je vais aller un peu dans le sens inverse de Baba. Oui, il mérite cette revanche, mais pas sportivement. C'est qu'une question de business, et on voit les décisions de l'UFC en 2025. Oui, il mérite sa revanche au niveau du business, parce que qui fait vendre plus que lui en moins de 61 aujourd'hui? Parce que même la revanche contre Umar Nurmagomedov, ils l'ont déjà pas mis en main event sur l'UFC 311, et encore parce qu'il y avait Islam Makhachev, mais je suis même pas sûr que tu es capable de le mettre en main event. Un Merab Dvalishvili, il est très fort, il n'y a rien à dire, mais full décision. Umar Nurmagomedov, c'est sensiblement la même chose. Le combat devrait pas vraiment changer, même s'il va y avoir quelques ajustements. Mais Sean O'Malley, aux États-Unis, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, il fait vendre. C'est lui qui a le plus de followers sur la carte. Donc forcément, ils vont lui donner leur revanche. Et on ne l'a jamais caché ici. Chouchou Dana White. Clin d'œil à Jab Life et à Alex Herbinet, Aldric Cassata. Il soulignait quand même, Aldric, qu'aux États-Unis, il y avait quelque chose qui était assumé. C'était la préférence nationale. Et donc l'UFC étant une boîte américaine, tu mets Sean O'Malley, qui est l'un des Américains qui vend le plus. C'est vrai que ça paraît normal. Finalement, en fait, il n'y a pas de scandale, finalement, quand tu réfléchis comme ça. Non, bien sûr. C'est pour ça que quand on pose la question de façon brute, donc si on parle sportivement, non, il ne la mérite pas tout de suite. Maintenant, si tu prends l'organisation dans son ensemble, et maintenant tout le monde est capable de le faire de façon assez claire. Anthony, il a tout résumé, et puis les gars de Jablaf, on leur passe un grand bonjour. On dit, on donnait l'élément manquant. C'est une organisation américaine qui a été créée. C'était même une organisation américano-brésilienne. C'est pour ça que ces 2 nations-là représentent peut-être 80% du roster. Je donne un chiffre comme ça, mais ça doit être la vérité. Donc évidemment que les décisions doivent être business, et dans cette catégorie-là, tu l'as bien dit, Anto, où les gens sont pas vendeurs. Quand tu as un vendeur comme O'Malley, même si ça reste à prouver à mon sens, tu le mets en main event. On va continuer sur le contexte de ce combat. On va rester d'abord sur Sean O'Malley, parce que c'est peut-être autour de lui qu'il y a eu le plus de changements. L'UFC, justement, depuis qu'il monte, veut donner une image à la Conor McGregor, le mec un peu fou. C'était assumé depuis qu'il était dans les Contender Series de Dana White. Snoop Dogg, qui était à côté de lui, fumait. Voilà, c'était un gros fumeur de cannabis. Il a dit qu'il avait arrêté les jeux vidéo, qu'il avait arrêté de fumer, qu'il avait même arrêté le sexe, qu'il avait complètement changé toute sa vie entière pour essayer de se concentrer à 100% autour du combat. Est-ce que vous pensez que ça va lui apporter quelque chose de concret dans la cage, ce changement de vie ? Alors,
Oui, j'ai envie de te répondre à cette question, oui, parce que forcément, si tu retires des mauvaises choses, notamment la fumette, des choses comme ça, bah, forcément, ça va t'aider, c'est clair. Et qu'on vienne pas me dire que fumer des joints toute la journée, ça t'aide, Nick Diaz, etc. Ils n'ont jamais été champions, il y a des raisons à Je sens que c'est des débats que t'as aussi avec tes potes, ça. Ouais, non, mais parce que tu vois, c'est bien de me dire ça, mais les mecs n'ont pas été champions. bien sûr. Même si Nick Diaz a été champion Strikeforce, c'est important de le rappeler, qui était une grosse organisation à l'époque. Mais non, avoir des changements comme ça, évidemment que ça va être bénéfique dans la cage. En même temps, il faut faire attention à ne pas tout changer de façon aussi brusque parce que tu vas perdre certaines habitudes qui pouvaient être bénéfiques pour toi aussi. Ouais, et qu'il n'a pas eu finalement de combat pour se réadapter à son nouveau style de vie. Il a aussi dit qu'il avait arrêté les réseaux sociaux, par exemple. Lui qui était le gars qui mettait quasiment toute sa vie sur les réseaux sociaux. Est-ce que, moi je sais pas, je me dis que d'un côté, un combattant comme ça, c'est justement ce côté fou et imprévisible qui peut faire que dans la cage, il peut être dangereux. Je sais pas, Anto, est-ce que si t'enlèves un combattant, ce qui fait son ADN réel, ça peut pas justement lui enlever un petit peu de son âme de combattant ? Son âme de combattant, oui, sûrement. Sur le côté trash talk, le combat va être moins vendu, c'est sûr, parce qu'il a la dernière publication qu'il a mis à date de 7 semaines, c'était le face-off avec Merab Dvalishvili. Et il y a même son collaborateur d'une boisson énergisante, Jake Paul, qui l'a dit, je n'ai plus de nouvelles de Sean O'Malley depuis quelques semaines, alors qu'ils sont co-honneurs d'une boisson énergisante. Il a tout arrêté. Baba l'a très bien résumé, c'est très énergivore d'être sur les réseaux, d'avoir des jeux vidéo. Et le countdown est sorti de l'UFC 316 et il le dit lui-même, je suis un autre homme. Il s'est même mis dans sa bulle, il a créé son propre gym, sa propre salle, et à chaque fois qu'il entre dans la salle, il y a sa musique d'entrée, c'est la même à chaque fois qu'il entre, et il a mis des bruits de foule. Donc ça veut dire que vraiment il est dans sa propre bulle. J'ai envie de croire à un énorme changement de la part de Sean O'Malley. Mais profond, qui va lui apporter que du positif. Qui va lui apporter que du positif, en tout cas on l'espère. En tout cas ils peuvent que faire un meilleur combat que le premier. J'ai aussi l'impression... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on voit les mecs qui étaient censés être les successeurs de McGregor dans ce côté-là, un peu fou, un peu image, etc. Je vais penser à Ian Gary, par exemple. Je vais penser à Paddy Pimblett. Je vais penser à Sean O'Malley. C'est les trois qui me viennent comme ça. En fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des combats, ce qui n'a pas forcément fait Conor, mais ça s'agisse énormément. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à jouer avec le public, mais quand tu les vois dans les countdowns, justement, qui est un révélateur, c'est aussi ce qu'a envie de montrer l'UFC, parce que c'est eux qui le montrent, c'est eux qui le sortent. Ils sont en famille, il y a beaucoup moins de paillettes que ce qu'on pouvait imaginer. J'ai l'impression que c'est une tendance un petit peu de ce genre de combattant de finalement continuer à s'assagir, enfin de progressivement s'assagir avec le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que le temps va toujours te donner la vérité. Avec le temps, McGregor, il nous a donné la vérité sur son comportement, sur sa personnalité. Elle est réelle, en fait. Il est arrivé comme il était, ça a perduré et c'est même parti en cacahuète. Clairement, parce qu'il y a eu des déviances par rapport à sa personnalité. Ces gars-là, derrière, ça a été des McGregor. Il a fait ce blueprint pour pouvoir être riche, être célèbre et avoir les combats qu'il voulait. Je vais faire la même chose. Mais sur la durée, c'est dur de maintenir un comportement qui n'est pas le tien. Finalement, ces gars-là, c'est pas des McGregor. Ça n'a jamais été des McGregor. Il y a un seul cas. Et puis, c'est la même chose. Je crois que ça fait combien ça fait 30 ans que les gens attendent un nouveau Zidane dans le foot. Bon, en France, il faut continuer à attendre le nouveau McGregor. Il n'arrivera pas, en fait. Il n'arrivera pas. Je pense que c'est surtout l'UFC qui attend le nouveau McGregor parce qu'il y a 2-3 avantages à avoir dans l'écurie. Sur Sean O'Malley, pour passer au contexte sur Merab, faut pas oublier quand même qu'il est là depuis longtemps, Sean O'Malley. Ça fait 10 ans qu'il a commencé sa carrière pro. Il est arrivé en 2017 à l'UFC, même année que Merab d'ailleurs, où ils sont arrivés au même moment. À ce moment-là, il était déjà populaire d'ailleurs. Sean O'Malley, c'était quand même une personnalité parce que la coiffure, les Dana White Contender Series, Snoop Dogg, comme on l'a dit. Au final, il a quand même battu Yann, il a battu Sterling, il a battu Vera. Son parcours global, vous en pensez quoi ? Alors, il a battu Yann ? Non. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, on est obligé de considérer, puisque s'il n'avait pas battu Yann, il n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a le vert. Donc, non, mais il n'est pas là par hasard, parce que même si on a quelques interrogations sur le combat contre Petr Yan, qui aurait bien pu avoir sa revanche contre O'Malley après la défaite de Merab, mais bon, l'UFC en a préféré autrement. Il a fait son bout de chemin et il s'est jamais vanté, il a jamais dit moi je veux faire un run très rapide à l'UFC vers le titre. Quand il a dit qu'il avait eu des propositions pour affronter des top 15, 13, 12 dès son 3e ou 4e combat avant qu'il perde contre Marlon Vera, et il a dit moi j'affronterai jamais un mec qui gagne 10 fois plus que moi. Donc il a eu cette intelligence de construire sa carrière intelligemment à l'UFC, et il l'a prouvé par les performances parce qu'il fait très peu de décisions. Et il a mis complètement que des KO et il a vraiment
de très beaux highlights, dont un contre Ouais. Aljamain Sterling quand il prend le titre. C'est vraiment l'un des meilleurs highlights. Retournez de voir, Sean c'est O'Malley. là où il prend la ceinture. C'est vrai que le timing est incroyable. Et puis il a aussi beaucoup de performances ou de KO of the night, en tout cas de bonus de $50,000. Je crois que c'est 9 peut-être sur 10 combats, quelque chose comme ça. Donc c'est aussi un mec qui quand même si l'UFC mise sur lui au niveau image, dans la cage il leur rend, il a délivré. Ouais. Il a délivré. Moi, je croyais pas en lui. Je te dis en toute franchise, et pour retrouver des trucs de moi, je dis que je croyais pas spécialement en lui parce que c'était encore une fois un combattant qui était poussé par la machine parce qu'il était marketable. Pas de problème là-dessus. Maintenant, déjà contre Yann, même si je suis d'accord avec Anto, pour moi en tout cas sur mon pointage, il n'avait pas gagné. Maintenant, c'est discutable parce que le combat était serré quoi qu'il arrive. De faire cette performance contre Yann, déjà, je m'étais dit, bon, ok, en fin de compte, il est légit. Et ensuite, de mettre KO Sterling de la manière dont il fait, en plus, Sterling, il était quand même sur une belle série. Là, tu es obligé de considérer que c'est un combattant d'élite de l'UFC, un combattant d'élite de sa catégorie. Et même, pour pousser encore plus loin le truc, c'est il perd contre Merab, mais fait somme toute une bonne performance, et c'est lui qui finit fort. Donc, pour le coup, c'est un combattant légit, c'est un combattant d'élite, il n'y a rien à dire. Et en plus, il est probablement à quelques ajustements de pouvoir battre Merab. Donc, c'est un combattant qui a sa place. On va parler du combat, le premier combat, on va y revenir en détail dans quelques minutes, juste sur Merab. Lui, il a commencé sa carrière pro un an avant Sean O'Malley. Ils arrivent en même temps donc à l'UFC en 2017. Chose rare pour un futur champion, il perd ses 2 premiers combats dans l'orga. Et puis, depuis, il est imbattable en fait. Il est à 12 victoires d'affilée. On parlait de non battus par O'Malley, mais pour Dvalishvili, il y a Oumar Nurmagomedov, il y a Yann, il y a Cerudo, il y a José Aldo. Bref, c'est vrai qu'il y a beaucoup de très très lourds sur son parcours. Tim Welch, c'est l'entraîneur de Sean O'Malley, il dit qu'il plaçait déjà Merab comme le meilleur moins de 61 kilos de l'histoire. Est-ce que c'est votre cas aussi ? En tout cas, il a un vrai argument. Moi, ça fait longtemps maintenant que je fais plus des tier lists que des classements. Donc, il est avec Dominique Cruz. C'est ça, ouais. Cruz, c'est le match, ouais. Voilà, ils sont et avec Dillashaw, mais Dillashaw, il y a eu 2-3 petits problèmes de dopage. Tu dégringoles. Mais voilà, donc oui, il est dans cette position-là. Avec Cruz, il partage, je pense, ce sommet tout en haut. Et on peut penser qu'il a battu même de meilleurs adversaires que Dominique Cruz. Donc c'est une vérité ce qu'il dit. Toi, il est tout en haut aussi ? Et moi, il est tout en haut, même devant Dominique Cruz. Ok. Après, Dominique Cruz, c'est pas ma génération quand il commence à prendre le titre et à gagner tous ses combats. Mais Dominique Cruz, il a eu la ceinture inaugurale des moins de 61. 2000, je crois qu'il est champion WEC en 2010 et puis en 2011, ça se transforme à l'UFC. Comme Aldo. Ouais, exactement. Donc oui, alors Merab. Que dire, tu disais, il loupe ses débuts UFC, il prend même une technical submission sur le gong, sur une guillotine. Donc très difficile ses débuts UFC, il a surmonté, en plus il a changé du tout au tout son game plan. Avant il était un peu foufou, oui, ça a toujours été un très bon lutteur, mais il allait trop à la lutte et Taylor Lapus en a parlé dans la carte, et il a compris à gérer son énergie et à pas tenter tous les takedowns possibles, donc il était ouvert au contre tout ça. Mais après, que dire, je pense que Merab, si il a cette win streak là avec les noms similaires chez les moins de 70, on dit que c'est le meilleur 70 de l'histoire. Là, c'est un moins de 61, on discute. Totalement, non, t'as raison. Puis en plus, Cruz, il y a les pauses, il y a les blessures, il y a des choses. Et comme je te le dis, je pense que Merab a battu de meilleurs adversaires. Je pense que c'est un argument assez clair. Donc ils ont raison de le mettre en numéro 1. J'essaye là dans les notes, c'est vrai, mais en fait, il a quand même pas mal de records déjà, Merab Dvalishvili. Il y a celui, par exemple, du 12 victoires d'affilée. C'est pas un record. S'il gagne contre O'Malley, il sera à 13 victoires d'affilée. Donc les noms qu'il va rejoindre dans cette stat-là, c'est Khabib, c'est GSP, c'est Mighty Mouse, Demetrius Johnson et Max Holloway. Donc c'est déjà que des monstres qui va rejoindre là. Le record absolu, c'est Anderson Silva à 16. Il y a aussi la manière dont il gagne les combats. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui sont unanimes à chaque fois. Beaucoup de victoires donc par décision, 15 sur sa carrière, et elles ont toutes été unanimes. Pour ça, je trouve que ça en dit beaucoup. En fait, au moment où ils arrivent jusqu'à la fin des 3 ou des 5 rounds, là où il est fort, et là où quand même ça mérite qu'on le souligne, c'est-à-dire qu'il laisse aucun doute dans la tête des juges. C'est ça qui est fort. Je vais le redire, comme ça je le redis encore. Il y a 3 manières de gagner en MMA. KO, soumission et décision. Je sais que ça gêne beaucoup de gens de voir beaucoup de décisions qui veulent que des finishes. Mais moi qui suis dans ces sports depuis si longtemps que ça,
je trouverais toujours plus impressionnant un combattant qui impose sa décision sur la durée, qui t'impose ta volonté, t'impose ton style, et tu domines les débats, et je trouve ça plus intéressant et plus impressionnant qu'un KO dans la première. Ouais. Et là, chez Merab, c'est vraiment exacerbé parce que c'est à tous ces combats. C'est abusé, quoi. Et même, je sais pas, on va en reparler aussi, mais du combat contre Oumar, il perd potentiellement les 2 premiers rounds, même si tous les juges n'ont pas été d'accord, etc. Mais à la fin, quand on est à la décision, en fait, tout le monde est serein. Genre, on se dit c'est bon, c'est Merab. En fait, il a tellement terminé fort, il laisse un goût dans la bouche qui est vraiment à chaque fois en sa faveur. C'est ça qui est impressionnant. Non, mais c'est ça qui est fort avec Merab, c'est que le combat est terminé, même si la décision elle est unanime, des fois on va dire bon, là les juges quand même ils ont un peu abusé, il y a un juge, je sais pas ce qu'il a fait, mais là il a un peu déconné. Merab, il a toujours mis tout le monde d'accord. Des fois oui, il y a eu des 48-47, mais le 48-47 contre Oumar, même Rabib à la fin du combat, Oumar il va le voir un peu en discutant, Rabib a fait non, Oumar, on a perdu, c'était pour moi, etc. Bon, un mot sur l'entourage aussi de Merab. Depuis ses 21 ans, il s'entraîne chez Matsera Relongo, c'est à Long Island, pas loin du New Jersey, où va se dérouler l'UFC 316. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, il avait d'autres opportunités, notamment Miami, je crois, et finalement, il a voulu combattre là-bas pour être proche de sa team. Mais il s'entraîne aussi au Syndicate MMA de Vegas avec John Wood. Est-ce que c'est positif comme ça de se faire un petit peu violence, de changer ses habitudes? Ça fait plusieurs combats qu'il le fait, qui va faire une partie de prépa aussi chez John Wood à Las Vegas. C'est positif pour vous? Bien sûr. Il faut toujours aller chercher des nouvelles choses. Il faut chercher à progresser. Le plus gros danger, c'est la complaisance. C'est de rester dans ton petit truc, dans ton petit cocon, dans tes habitudes. Il y en a pour qui ça a pu fonctionner. On pense il y a des champions qui sont toujours restés au même endroit. Et puis tu as des mecs comme GSP, même s'il a toujours eu le même head coach, qui a cherché un peu partout des choses. Et je pense que c'est intéressant de voir des champions comme Merab le faire. Il faut avoir plusieurs entrées en termes d'outils de progression pour pouvoir continuer à être champion. Mais il y a Topuria aussi qui le disait aussi, parce que lui, il a changé de coach, il a fait sa propre salle, il s'est séparé de ses 2 entraîneurs, les frères Clement, et Merab l'a suivi, enfin lui il s'est pas séparé, mais il l'a suivi, il va s'entraîner quelques fois avec lui, et ils ont ces échanges de dire on doit toujours faire plus. On peut pas rester là où on est. Ok, c'est bon, t'as gagné 48-47 ton dernier combat ou Magomedov, il y a personne qui le prend normalement dans la KT, c'est bon, t'es champion. Bah lui, il se rapproche de Las Vegas, il va voir Relongo. En plus, c'est pas loin je crois que le Syndicate. J'ai fait un Google Maps pour regarder. C'est à 2 minutes en voiture du Performance Institute. Donc en gros, ça c'était le truc que je voulais dire après. Ça veut dire qu'en gros 2 minutes en voiture. Hein. Donc c'est vraiment à côté. C'est bon à pied. Ça peut être 2 heures à pied à Las Vegas, mais c'est vraiment 2 minutes en voiture. Ça veut dire que en gros, quand il va s'entraîner, on sait que l'UFC met beaucoup de facilité aux combattants. Donc il y a les bains d'eau chaude, bains d'eau froide. Il y a la cantine qui est gratuite pour les combattants sous contrat à l'UFC. Il y a un petit centre médical qui est aussi à disposition, la salle de muscu, l'octogone d'entraînement, etc. Donc c'est aussi un vrai avantage d'être pas loin de ces facilités-là quand même. Mais c'est un gros avantage. Il fait les choses bien, encore une fois, parce que quand tu as l'opportunité d'avoir ce genre d'infrastructure pour toi, toi, en tant que combattant, tu te dois de mettre les moyens nécessaires pour pouvoir en profiter. Parce que sinon, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les combattants français, par exemple, ou européens, c'est plus compliqué. Il faut prévoir le voyage, il faut y aller, il faut rester un certain temps. Quand tu vis aux States et qu'en plus, tu as un pied-à-terre à Vegas parce que tu t'entraînes aussi là-bas, après, c'est une histoire de calcul. Dans ta préparation, tu vas avoir 8 à 10 semaines, tu vas bien répartir ton temps. Tu sais qui est ton head coach, qui va te donner la direction, mais il faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller. Après, sur ce que vous disiez aussi, je voulais rebondir avant qu'on parle du Performance Institute. On dit il est trop fort, il gagne tout à la décision unanime, machin. On sent dans les discours, que ce soit John Wood ou que ce soit Merab, ça y est, la volonté c'est d'aller chercher un KO. Ils le disent. Ils disent là on veut striker de ça. Est-ce que c'est pas un danger quand même de vouloir dénaturer le combattant qui est réellement Merab, c'est-à-dire un combattant qui va presser, qui va mettre un pressing constant, qui va pas lâcher son adversaire, mais tu vois, à vouloir à tout prix aller chercher ce KO qui est pas dans sa nature, est-ce que c'est une bonne idée? Ça dépend contre qui. Hein. Mais est-ce que là contre Sean il doit le faire? Contre Sean, Merab, s'il te plaît, ne boxe pas. Mais là par rapport à ce qu'ils disent, j'ai peur qu'il aille vers ça justement. Écoute, moi je sais pas, moi je pense que malheureusement quand tu es un combattant comme Merab, tu as toujours la pression à la fois populaire et la pression de l'organisation derrière toi pour te dire t'es bien gentil comme gars,
mais tu finis pas les combats. Donc tu me rapportes pas assez de sous et ça commence à bien faire. Donc il faut pouvoir mettre une petite dose d'intox pour pouvoir dire non mais c'est bien mon intention les gars. Après tant qu'il continue à faire ce qu'il fait dans la cage, il aura raison. Il y a la dernière chose avant qu'on reparle de leur premier combat, l'attitude en dehors de la cage. Celle d'O'Malley, elle a changé en passant d'un mec hyper paillette à un mec hyper discret. Et en fait, celle de Merab, progressivement, ça devient un peu l'inverse. C'était un mec très discret qui finalement s'éparpille un petit peu plus. On voit beaucoup de vidéos avec Nina Drama, l'influenceuse qui est très active autour de l'UFC. Il y a beaucoup plus de sollicitations auxquelles il répond. Souvent, ça se passe dans ses salles d'entraînement d'ailleurs. Donc quand même, il fait venir les médias dans sa salle d'entraînement. Il fait plein de vidéos pour son contenu à lui sur Instagram. Je sais pas, je me demande aussi s'il n'y a pas un danger de s'éparpiller un petit peu trop pour le champion. Ouais, c'est dur à dire, mais... Non, c'est pas dur à dire parce que le danger il est réel. Donc en tout cas, oui, c'est un danger. Le problème, c'est que quand tu arrives dans les choses du champion, tu vas avoir beaucoup plus de sollicitations. Lui, il est un peu comme son début de carrière le disait tout à l'heure. Il est complètement, il est dans tous les sens. En dehors de la cage, il est dans tous les sens. Il fait beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que par exemple tout le pré-fight contre Nurmagomedov, c'était un peu relou. Tu vois, d'être sur des embrouilles un petit peu bizarres, des trucs, d'avoir des discours un peu. Des fois, il force un peu le trait. J'espère juste que son entourage sait lui remettre les pieds sur terre. C'est un travailleur, donc ça se voit. Mais le danger, il est là en tout cas. Ouais. Allez, on va reparler de ce qu'on a vu sur leur premier combat. Petit rappel, c'était le 14 septembre dernier, c'était le combat principal de l'UFC 306 à la Sphère de Las Vegas. C'est l'événement UFC avec la plus grosse recette billetterie de l'histoire, presque 22 millions de dollars. Ouais. O'Malley remettait sa ceinture en jeu contre... Ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait. Contre Merab, donc on a eu 5 rounds dominés dans la majorité par le Géorgien. On va revenir sur la décision unanime. Il y a eu 49-46, 48-47 et 48-47. Vous voyez un écart plus gros que celui-là, ou alors c'est exactement, ça reflète ce que vous avez vu vous ce soir-là? Non, ça reflète vraiment ce que j'ai vu ce soir-là. 48-47, il y a 49-46, je trouve ça un peu dur. Il est un peu dur, même si c'est pas dérangeant parce que oui, Merab a pris des rounds très clairs, mais il y a des sweep rounds un peu. C'est que le premier round, Sean il met 4-5 coups en plus, il peut le prendre. On est sûr que c'est le dernier qui le prend. Le 48-47, il est bien parce qu'on a vu après le combat, on a vu c'est du 50-45. Sean il a rien fait. Ouais, mais il y a du temps de contrôle quand même et c'est le troisième critère de l'UFC. Ouais, non, c'est 48-47 pour moi, c'est clair et net, c'était un 3-2. Quand tu regardes les combats, faut pas faire que des maths, faut aussi regarder la domination globale sur un round. C'est pas parce qu'il a pris deux bras arrière que d'un seul coup il perd le round, Merab. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis c'est bien aussi de pouvoir dire que je vois souvent des discussions, comme tu le dis Anto, après combat, et de là normalement ce sera une décision unanime, ça peut pas être partagé. Alors, on va le redire comme ça, c'est clair. Unanime, ça veut dire que les 3 juges sont d'accord. Ouais. Partagé, c'est que les 3 juges sont pas d'accord. Un juge va pas donner une décision partagée. Un seul juge peut pas faire ça. J'aime bien le repréciser parce que c'est important. Et des fois, on vient me chercher en commentaire pour me dire bah, t'as vu, ça aurait dû être unanime. En fait, c'est les juges qui sont pas d'accord, tout simplement. Et en plus, ils sont au pied de la cage. Là, en tout cas, pour moi, c'était un 3-2 assez clair et net. Ça pourrait valoir aussi un MC Fighter Club un jour. C'est vrai que de reparler un petit peu de toutes ces règles, de repréciser la manière dont ça se passe, les dégâts, par exemple, qui ont pris de l'importance ces derniers temps par rapport à d'autres phases du combat. Ça pourrait valoir un jour un MC Fighter Club et ça pourrait être hyper intéressant pour tout le monde. Le combat, quand même, c'est vrai que moi je vois O'Malley au tout début, donc qui prend le centre de la cage, qui commence à essayer de s'installer, qui commence à prendre un petit peu confiance. Et en fait, Merab, très vite, dès la moitié du premier round, je crois, il n'est pas allé lutter au tout début, il a continué à bouger, etc. C'est lui qui collait un petit peu plus la cage. Et finalement, dès la moitié du premier round, il y va en single leg, il y va pour essayer de coller. En fait, il a commencé son travail de destruction à sa manière à ce moment-là. Et ça a été assez constant sur tout combat derrière. Non mais t'as raison, en fait c'est ta phrase, on pourrait la résumer, enfin le combat même on pourrait le résumer en une seule phase, c'est le single leg. C'est que Sean O'Malley a fait le combat qu'il voulait faire dans les 2 premières minutes du premier round, avec la distance. Ok, je suis plus grand que lui, j'ai une meilleure allonge, je lui mets 10 cm, vas-y, on y va. Mais dès que Merab a eu un chemin vers le single leg, le combat a complètement changé et Merab il a pu mettre son travail et la lutte en fait a gagné
le combat en fait. C'est Ouais. ça, Et- c'est juste le game plan de Merab qui a fonctionné à la perfection et Sean qui a eu 0 réponse. Et la fameuse lutte en chaîne aussi, qui est toujours mise en avant par Taylor Lapillus chez nous. Mais la lutte en chaîne de Merab, liée à son cardio, en fait, ça le rend quasiment injouable dans ce domaine. C'est le gros problème. Le gros problème, et ce qu'ont montré les Dagestani avant lui, c'est ça, c'est de pouvoir lutter. Il y a pas mal de lutteurs, on en a eu à l'UFC dans l'histoire. Ils ont même dominé le sport en règle générale. Mais de pouvoir lutter en chaîne comme ça et de le faire sur 5 reprises, c'est là où il pose un problème très 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 compliqué à surmonter pour ses adversaires. Et le fait aussi qu'il ait beaucoup de variétés. Certes, c'est le single leg, mais avec plein de variantes, tu vois, où il va pouvoir continuer, il va pouvoir crocheter, il va pouvoir reposer ses épaules, ses hanches, tirer vers lui. Il y a tellement de choses que c'est difficile, c'est très difficile de défendre sur. Tu peux pas défendre que sur un seul niveau en fait, parce qu'il va continuer avec beaucoup de résilience, et il va finir par t'amener au sol. Il y a un autre truc que les gars disaient, Antoine Simon, Taylor Lapillus dans la carte, c'est qu'en fait, ils ont l'impression qu'il va jamais au bout de ce qu'il fait parfois. C'est-à-dire que, tu vois, il commence un truc, il réussit un takedown, il pourrait faire quelque chose, et finalement, tout de suite, il a envie de partir sur autre chose, donc il peut parfois se disperser, mais ça reste dans une efficacité qui est monstre chez Merab. Non, mais c'est ce qu'on a vu dans le 2, 3e et même peut-être aussi le 4e round. C'est qu'en fait, il va rentrer, il a vu qu'il y avait un seul chemin, c'est comme l'a dit aussi Baba, c'est vers le single leg. Mais des fois, il va prendre le corps avec l'oreille collée au ventre, mais il va aussi prendre juste la cuisse. Il peut aller prendre aussi juste le mollet, ou même il peut aller chercher juste la cheville. C'est ça ce problème, c'est que et quand il voit que ça fonctionne pas, il arrête. Ok, je recule, je regarde. Ok, je vais aller prendre la cuisse. Ça marche pas, bah c'est pas grave. Bon, ok, bah je prends le double. Ça marche pas non plus. Ah, il est fatigué, bah vas-y, je redescends sur la cheville et je le fais tomber. C'est qu'en fait, il a tellement une palette technique sur la lutte et que Sean, et là c'est ça son problème, c'est qu'il a cru qu'il pouvait défendre la lutte. Et juste, il n'a pas pu parce que je crois qu'il avait 33% de défense de takedown sur l'entièreté du combat, alors que de base, il a une 60aine de pourcents. Ça, c'est fort. Ouais, c'est la force de Merab. Il arrive à annihiler aussi les bonnes statistiques de certains combattants. Sauf dans José certains Aldo, domaines. juste à quel point. Ouais, sauf José Aldo qui a défendu 16 takedowns sur le combat. C'est fait. Ah ouais. C'est vrai que non, mais José Aldo, il a montré qu'il y avait des possibilités. Bon, j'imagine que le clan O'Malley a dû observer ce combat derrière pour préparer le numéro 2. Il y a aussi cette possibilité de variation une fois qu'il est au sol, parce que qui passe à essayer de placer des soumissions au ground and pound, en fait, c'est pareil, avec toujours des hanches assez lourdes à pouvoir appliquer sur son adversaire pour lui éviter de pouvoir se relever. C'est-à-dire qu'il réussit à imposer cette puissance physique, ce corps assez lourd sur son adversaire qui est au sol, et derrière il va tenter soit des soumissions, soit du ground and pound, et donc l'adversaire il sait pas vraiment quoi faire. Ouais, c'est vrai, mais ça peut le desservir aussi, Merab, dans ces cas-là justement où il s'éparpille un petit peu. C'est comme Anto l'a dit, tu vois, t'as l'impression qu'il a mis l'idée à la minute, il dit je fais ça, non mais je veux faire ça tout de suite, je vais refaire, alors que à un moment il va falloir choisir, parce que oui, il gagne beaucoup par décision, c'est parce que justement ça manque peut-être un petit peu de dégâts ou de positionnement suffisamment efficace pour pouvoir partir sur une soumission, alors que la lutte qu'il a, elle servirait très bien à ground and pound, tu vois. S'il cherchait plus de position avec le poids qu'il arrive à mettre sur ses adversaires, plus de side control, etc., pour pouvoir utiliser les coudes et tout, je pense que les finishes arriveraient beaucoup plus. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il a mis plus de 200 frappes dans le premier combat, mais il met 200 frappes, mais Sean O'Malley il a pas tant de dégâts que ça. Non. Et donc il manque de puissance dans ses frappes, et c'est que là tu disais, je voulais venir dessus après, mais bien évidemment Baba, tu es allé avant moi, c'est que il va contrôler, il va avoir le ground and pound, mais il va toucher 1, 2, 3, 4, mais c'est pas assez rapide, il n'y a pas assez de dégâts pour que l'arbitre dise à O'Malley allez vas-y, défends, sinon en fait je vais arrêter. Et il a toujours, il a pas un mauvais sol, hein, Sean O'Malley, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il a des réponses, c'est juste que Merab, c'est vrai que face à Merab, en fait, on a aussi l'impression que Sean il cherche juste à pas concéder position pire que celle dans lesquelles il est déjà. Donc est-ce que, moi je me demande si sur ce combat, est-ce qu'il va être capable de fournir un sol plus offensif pour essayer justement de pouvoir piéger Merab lorsqu'il va se retrouver, parce que concrètement il va s'y retrouver au sol une ou deux fois, si le combat dure comme on peut s'y attendre avec Merab, il va se retrouver au sol. Est-ce qu'il sera capable de contrer dans ces phases-là, Merab? Le truc, c'est ce que je disais en début d'épisode, quand on disait que je sais pas s'il mérite cette chance pour le titre tout de suite, et je disais que ça pouvait le desservir. Moi, c'est là où je le pense, que je crois pas, quand il y a eu combien de temps,
Il y a eu moins d'un an. Il y a eu Moins 9 d'un mois. an, c'est ça, on est d'accord. Entre le combat, c'est septembre. Voilà, je moins pense d'un pas an, que c'est pas suffisant en termes de temps pour te transformer De A à Z comme ça. pour avoir une défense de lutte exceptionnelle et que d'un seul coup tu puisses aller lutter avec lui. Et donc ça veut dire qu'on a réfléchi autrement sur le game plan, probablement sur le timing. Essayer de l'attraper sur ses entrées, etc. Parce que je vois pas comment, sinon, si tu vas réfléchir, encore une fois, tu vas pas faire un combat de lutteur contre lui. Donc je pense que c'est là où ça pourrait le desservir. C'est que je suis pas persuadé qu'il ait suffisamment de temps pour travailler sur toute cette défense complexe de la lutte complexe que Merab propose. Le combat, il s'est passé comme on l'a à peu près décrit. Seul éclair dans la nuit pour Sean O'Malley, c'est ce type au corps là, qui arrive à la fin du combat. On voit, et c'est rare qu'on voit Merab vraiment baisser les mains, se toucher le ventre, essayer de gagner du temps en tournant autour de la cage. C'est le seul, c'est le seul moment où on s'est dit tiens, il y a peut-être un chaos qui peut se passer ce soir parce que s'il arrive derrière à connecter, il avait plus de garde, etc. C'est le seul moment où on a vu Sean O'Malley pouvoir briller dans ce combat face à Merab. C'est une option qui va devoir essayer de reproduire, c'est-à-dire avec ses longs segments, 13 cm de taille en plus pour Sean O'Malley. C'est justement là-dessus la distance, les coups avec ses longs segments et réussir à conserver ça pendant tout le combat. C'est vraiment là-dessus qu'il doit continuer à aller. Non, mais je suis d'accord. Vas-y, si tu veux, tu peux y aller. Hein. Ok. C'est ce que j'allais dire, c'est que il y a peut-être 3 voies sur lesquelles Sean O'Malley peut aller. Une qu'il n'a pas vue sur le premier combat. Je verrai d'abord si Baba il est d'accord avec moi après. C'est que il n'a jamais feinté ou montré à Merab que en fait, oui, je sais que tu vas aller par là. Mais j'ai la réponse. Il a jamais montré à Merab qu'il avait la réponse en striking sur sa lutte. Un uppercut ou même un genou ou même ne serait-ce qu'une feinte de sprawl pour montrer à Merab je suis prêt à défendre ta lutte. Et ce qui a fait que Merab a mis plein de takedowns sur tout le long du combat. Il l'a fait tomber 6 ou 7 fois, je crois. C'était 7, 7 takedowns sur le combat. Battant d'ailleurs le record de GSP, 90 pour GSP sur le nombre de takedowns dans sa carrière. Lui, il passe à 92. Il passe à 2 de plus avec 8 combats de moins à l'UFC. Non. Juste pour remettre ça dans le contexte. C'est fort. Il y a aussi les tips au corps où tu disais qu'il a dû attendre le 4e ou 5e round avant d'envoyer un tips au corps, alors que Nicolas Haute disait dans un podcast, c'est que quand il y a un lutteur, tips en fait, essaye d'envoyer. Nassourdine le fait très bien. Il l'avait fait contre Roman Dolidze, qui est plus un grappleur que lutteur, mais il avait réussi à empêcher Dolidze de l'emmener au sol. Par ce genre de front kick. Il y a aussi quelque chose qu'il avait utilisé Sean O'Malley contre à tous ses combats, il l'a utilisé une seule fois contre Merab et ça a touché une fois, c'était les shifts plus les D'Amato shifts où il arrive, il envoie un jab, c'est-à-dire qu'il envoie un jab et sur sa jambe d'appui il change, il switch, sauf que normalement et Baba le dira après, c'est que la plupart du temps il va envoyer un cross soit au visage soit au corps, mais lui il envoie un genou. Et c'est ce qui fait, c'est que ça a touché Marlon Vera, ça a touché aussi une fois Merab. Ce coup de genou en plein menton. Il y a quand même des voies que Sean O'Malley peut emprunter, il y a des ajustements et il sait le faire. C'est pas quelque chose qui va réinventer son jeu. Non, absolument. C'est complètement. Pour moi, il y a une voie simple. Il l'a montré quand il a touché avec ce type. Maintenant, c'est le timing qui est important dans cette affaire. C'est de pouvoir l'envoyer au bon moment. Tout ce qu'il fait, justement, normalement dans la cage, c'est lié à son sens du timing qui est excellent. Donc c'est juste que quand tu as un lutteur, c'est plus dur parce que l'incertitude, elle est encore plus grande. Maintenant, il y a un blueprint pour combattre un lutteur comme ça qui est plus petit que toi et que ça fonctionne, même s'il y a le contexte qui avait un short notice, c'est McGregor contre Mendes. Où justement, McGregor, il envoie systématiquement, et c'est même pas un type qu'il envoie, c'est ce qu'on appelle un Mikazuki Geri. C'est vraiment le coup de pied avec la pointe dans le ventre. C'est ça qui va faire mal, ça qui va tuer. Et en plus, comme il est presque fouetté, ça te permet de ne pas garder ta jambe trop longtemps, donc d'éviter normalement, si tu reviens vite, le single leg en retour. Et donc avec le bon timing, il a réussi à le faire une fois, ça touche, ça fait mal, il t'en faut pas beaucoup. Et même si McGregor finit le combat avec un KO, c'est ça qui commence à faire mal à Mendes. Et il y a un chemin. Il y a un chemin pour Sean O'Malley contre Merab-Dvalishvili, donc combat principal de cette UFC 316. Il avait simplement dit, alors je ne sais plus s'il avait dit après le combat, mais là il en a reparlé à John Anik dans des interviews cette semaine. Il a dit qu'en gros il a été blessé, Sean O'Malley, à la hanche 10 semaines avant le combat. Finalement, 8 semaines avant le combat, Hunter Campbell l'appelle, lui dit tu vas faire la sphère, donc il dit je peux pas refuser la sphère, et donc il a fait toute cette préparation en sachant qu'il allait se faire opérer après le combat. Est-ce que en parler après comme ça vous paraît comme un petit peu essayer de mettre la faute sur des problèmes physiques comme peuvent le faire certains combattants, ou alors est-ce qu'il en parle plus pour expliquer un contexte mais sans se trouver d'excuses?
Bah, il y a toujours les deux versions s'affrontent toujours. Ça dépend comment tu vas la présenter au public. Tu peux excuser ou tu peux expliquer une défaite. Ça peut être un élément d'explication si t'es pas en train de dire dès la conférence de presse, mais de toute façon j'étais blessé, etc. Moi, je dis toujours, de toute façon, à mon sens, faut rien dire. T'es rentré dans la cage, faut rien dire. Si tu postes une photo Instagram où t'es sur le bloc opératoire, les gens feront leur propre conclusion. Bah ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Ouais. Mais pour moi, si tu acceptes un combat et que tu rentres, tout le reste. Je suis toujours un peu dérangé par ça, moi aussi. Hein. Quand tu vois, alors, il y a deux trucs différents. Quand c'est un fighter qui a l'hosto après un combat parce qu'il s'est fait, c'est autre chose, bien sûr. Il s'est pris plein de coups, etc. Ok, mais ça c'est complètement différent. Par contre, c'est vrai, je sais pas, Anto, un gars qui va se trouver des excuses en expliquant une préparation qui était due à telle ou telle raison et donc c'est un peu mettre la poussière sous le tapis et dire bon, écoutez, je vous mets ça, gardez-le aussi en tête pour mes prochains combats parce que du coup, j'ai été blessé. Vous allez penser à ma blessure à la hanche au prochain combat en disant il s'est fait opérer quand même. Ça manque un peu d'honnêteté, je trouve. Bah après, ça dépend, comme disait Baba, de comment l'histoire est racontée. C'est Gilbert Burns qui disait après avoir affronté Ousmane. Mais il l'a dit que 1 ou 2 ans après, il dit ouais, j'étais blessé quand j'ai affronté Ousmane, mais le truc c'est que j'ai perdu. J'ai perdu et j'ai pas le droit de le dire. Donc parce que ça va prendre, c'est une excuse. C'est comme tous les combattants qui ont des staphylocoques et qu'ils ne le disent pas, ils disent j'ai perdu. Par contre, si j'avais gagné, crois-moi que dans l'interview d'après combat, là je l'aurais dit. Donc ça, il y a 2 poids 2 mesures. Les combattants il y a des combattants qui préfèrent ne rien dire parce qu'ils ont perdu et ils veulent pas que ce soit une excuse, et d'autres qui, je sais pas si c'est pour se rassurer, je mets des guillemets sur rassurer, pour dire j'étais blessé. Accordez-moi une revanche quand je serai à 100% et ce sera un combat différent. On n'a plus beaucoup de temps, on a passé pas mal de temps sur le contexte, sur le combat, etc. Donc on va juste parler 2-3 minutes des seuls enseignements qu'on a pu avoir concrètement depuis leur affrontement en septembre. C'est le combat de Oumar Nurmagomedov contre Merab Dvalishvili. Qu'est-ce que vous avez vu de nouveau, ou de pas nouveau d'ailleurs, chez Merab dans ce combat? C'était donc en septembre pour O'Malley, en janvier pour Oumar, et là au mois de juin pour son combat contre O'Malley, la revanche. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette première défense de ceinture? J'ai rien vu de nouveau sous le soleil, comme on dit. Simplement, il a montré beaucoup de résilience. Il était en galère sur les 2 premières reprises. Il se faisait dominer dans le striking. C'était compliqué, mais il a su trouver les ressources, et c'est important pour un champion. Il a montré un mental de champion, donc il a montré que ça va être dur de le briser. Ça va être dur de le briser sportivement, et ça va être encore plus dur de le briser mentalement. Donc s'il y a quelque chose à retenir, c'est que le champion est très très fort, tout simplement. Mais il n'y a rien à rajouter, à montrer qu'en plus il prend le 0 d'Oumar Nurmagomedov. Déjà prendre le 0 d'un Nurmagomedov, c'est fort. Mais celui d'Oumar, où tout le monde disait mais Oumar il va être champion, c'est sûr. Il a sa victoire, pas statement non plus parce qu'il l'a pas mis KO, il l'a pas fini, mais par contre il l'a humilié, et c'est ça qu'il faut retenir de ce combat-là, c'est que Merab, on dit souvent que quand tu deviens champion, tes capacités augmentent de 20%. Il a montré que, en tout cas, ses capacités en lutte et sa folie, c'est 20% en plus, c'est sûr. D'ailleurs, Oumar, il a fait un petit coup de. Je me suis blessé aussi après le combat. La main, je crois que c'est la gauche. C'est ça. Je crois qu'il a aussi dit, mais très peu de temps, dans les heures qui ont suivi le combat, justement, en disant voilà, j'ai aussi perdu parce que ça. Je sais pas si ça va expliquer un truc, mais bon. Non, encore une fois, pour moi, c'est un manque de classe. C'est tout. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on n'en sait rien. Respecte ton adversaire. Vous êtes venu dans la cage, toi, tu avais tes problèmes, lui aussi. C'est une phrase qui est bateau, mais 99% des combattants ont une blessure en préparation ou arrivent avec une blessure mineure ou pas dans le combat. Donc après, en parler, pour moi, ça ne revêt aucun intérêt. Et puis à la fin, tu passeras toujours comme le mec qui trouve des excuses. La suite pour la catégorie, alors j'ai regardé, ça je voulais quand même vous le préciser, parce que en fait, dans les 9 premiers prétendants à Merab, le seul à avoir 2 victoires d'affilée, c'est le numéro 8, c'est Rob Font. Le seul à avoir 2 victoires d'affilée. C'est dire comme derrière c'est un peu léger. Il a aucune victoire contre des combattants classés, Rob Font, donc faut aussi le dire. Et en fait, celui qui arrive le plus fort, c'est le numéro 10, c'est Mario Bautista, qui est sur la carte aussi, qui va affronter Pachimix. Il reste sur 7 victoires d'affilée, dont la dernière contre José Aldo. En fait, le nom le plus intéressant derrière pour le potentiel vainqueur, limite ça va être un Pachimix ou un Mario Bautista, parce que derrière ça va être dur de trouver des match-ups intéressants pour le futur champion. Après, c'est vrai que
ça dit une chose, c'est un témoignage d'une chose que tu dis qu'il n'y a pas de combattant qui a 2 victoires d'affilée dans le reste, c'est que c'est une catégorie qui est très dure. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut mettre très en avant ce qu'a fait Merab. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Parce que durer dans cette caté, c'est difficile. Et en plus, enchaîner les victoires, c'est une dinguerie. Maintenant, moi, si tu me demandes à moi je veux que Patchy Mix gagne son combat et qu'on lui donne une chance pour le titre. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est un combattant que j'observe depuis des années. Je veux dire que même si c'est ton premier fight, le pont Bellator, il est champion, il était champion du Bellator, il a une victoire, une défaite. Pour moi, c'était le numéro 1 du monde. Pour moi, il était meilleur que le champion à l'UFC. En même temps, ça fait partie des Michael Chandler ou autres qu'on a pu monter assez vite quand il venait d'une autre orga. Faut y aller. Et d'ailleurs, transition toute faite, le PFL est une orga d'où viennent certains et certaines combattants et combattantes à l'UFC. Kyle Harrison, ça a été une des énormes recrues de l'UFC ces dernières années. Pourquoi ? Parce que Ronda Rousey, elle était aussi connue, populaire, parce que c'est elle qui a sorti le MMA féminin de sa caverne, mais c'est aussi parce qu'elle était combattante olympique et que du coup elle avait toute une histoire là-dessus. Kyle Harrison, c'est 2 titres de championne olympique de judo. C'est les seules médailles d'or de l'histoire du judo pour les États-Unis. Elle a quand même fait 2 combats avant d'arriver à ce title shot contre Peña. Ce combat, clairement, on a envie de le voir avant tout pour Kyle Harrison. Ouais, non, t'as bien résumé la chose. Parce que à la conférence de presse, la pré-conférence de presse qu'ils avaient fait, il y avait Amanda Nunes qui était dans l'assemblée et que il semblerait que ça. Je prends ça comme une confirmation parce qu'il y avait Dana White, il y avait Juliana Peña, il y a une vidéo qui est sortie après d'elle et Amanda en train de parler, c'est que la gagnante de ce combat-là prendrait Amanda qui veut revenir en moins de 61. Et là, l'UFC, c'est du pain béni pour eux. Une catégorie qui est en stand-by parce que c'est comme dans les 61 masculins, c'est qu'il n'y a personne qui sort vraiment une grosse série de victoires. La dernière, c'est Aline Perez qui est sur 5 victoires consécutives, elle est 8e. Pas grand intérêt pour la KT. Donc la gagnante prend Amanda Nunes. Ça peut être Peña, ce serait dommage. Vaut mieux que ce soit Harrison. Peña, justement, alors c'est peut-être une manière de chauffer Amanda Nunes, mais dans les interviews, elle dit je sais qu'elle reviendra pas pour une trilogie, elle le fera pas, etc. C'est peut-être une manière de la provoquer, mais Baba, je sais pas toi, mais le combat que tu as envie de voir derrière, potentiellement, c'est Kayla contre Amanda, non ? Oui, s'il y a un combat à faire, c'est celui-ci, parce que même en termes de niveau, c'est pas que en termes de fame là. En tout cas, Nunes, elle a montré dans la revanche contre Peña. Contre Peña que honnêtement, j'aime pas dire ça en plus, mais c'était un accident. C'était passé un truc bizarre dans le premier combat. On sait pas trop ce qui s'était arrivé à Nunes. La soumission. Au retour, elle a montré qu'elle était supérieure sur tous les domaines. Je respecte tous les champions de l'UFC, je la respecte, mais je pense pas qu'elle soit vraiment sur le même niveau. Il n'y a aucun intérêt à Nunes de revenir faire une trilogie. Le seul combat qui pourrait la faire sortir de sa retraite, ce serait celui-ci, et en toute logique. Donc tout le monde veut le voir. Harrison, on lui a donné le même traitement que les autres champions des organisations concurrentes de l'UFC. Le but, c'est de montrer que c'est l'UFC les meilleurs et que tu ne peux pas gagner à l'UFC. Maintenant, l'UFC n'est pas super fan non plus de la championne. Donc, c'est une situation un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Techniquement, on va s'attendre à du classique chez Harrison. C'est-à-dire, elle va aller coller, elle va utiliser lutte, judo. Et c'est vrai que elle est en plus, faut quand même dire, elle était en moins de 78 kilos quand elle était championne olympique de judo. Elle était en moins de 70 kilos quand elle était championne au Bellator, au PFL. Et finalement, là, elle arrive en moins de 61 kilos. Et pourtant, elle paraît encore 2 fois plus costaud que Peña. C'est fou. Elle est massive, mais on en parlait avec Anto tout à l'heure. C'est son premier, deuxième et troisième adversaire. C'est la pesée. Mais en plus, c'est la première fois qu'elle va combattre pour le poids de championnat. Là, il n'y a pas de limite. Là, elle doit faire 61,2. Elle est obligée. Si elle fait pas ça, il n'y a pas de titre. Donc, et en plus, on a vu sur son dernier combat contre Vieira où dès le 2e round, ça commençait un peu à tirer, ça commençait à être compliqué. Les entraîneurs de MMA le disent assez souvent. Le cut, ça a des conséquences. Et elle doit très très bien cutter parce qu'elle doit faire plus de 70 kilos quand elle combat. Peña, elle a déjà montré qu'elle savait faire des 5 rounds, alors même quand complètement se faisait laver contre Amanda Nunes, on a été jusqu'au 5e. À voir ce qui peut se passer dans le 3, 4 et 5. C'est ça. Il y a une résistance, il y a une résilience en elle. Donc si jamais ça passe les 2 premiers rounds, ça va devenir difficile pour Harrison. Bon les gars, on a fait le tour de cette UFC 316. On a parlé de certains combats, notamment celui de Patchy Mix contre Mario Bautista sur la carte principale qui nous intéresse. En tout cas, cet événement sera à suivre dès 1h du matin sur RMC Sport, 2h du matin, début de la carte préliminaire.
à 4h du matin, début de la carte principale, comme pour la plupart des numérotés. Ça se passera en direct de Newark et ça se passera en direct sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. Merci Anto. Mais merci à toi, Charles. Merci Baba. T'as dit tout ce que tu voulais dire? J'ai tout dit, là c'est bon. Baba, toi aussi? Ouais, c'est bon, c'était top, merci. Bon, très bien. Vous bossez ce week-end, les gars, ou vous êtes où? Toi, je crois que tu vas au Hexagone de Greg M, il me semble. C'est ça? Exactement, je serai à Reims. Et moi, je prépare le Fighter Club Sunday avec Sacha. Très bien, et rendez-vous samedi à partir de 20h30, je pense, pour l'Hexagone sur MC Sport, et puis 22h30 pour le Fighter Club Sunday avec Sacha, et on embrasse Flora qui est en vacances d'ailleurs, qui profite bien. Merci à toutes celles et tous ceux qui bossent sur cette émission. Merci à Laurent Duploy, merci à Flavien Ziolkowski et à Arthur Robert. On se retrouve très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.